Donc il y a plusieurs tandems qui sont disponibles, de façon à ce qu'on puisse, avec le laser bleu, avoir 4, 5 marquages uniquement sur le laser bleu. Et vous avez plusieurs tandems sur le laser rouge. Alors, problème des compensations. On vous a parlé de compensation tout à l'heure. Je vous ai dit que les fluorochromes émettaient une lumière sur un spectre qui est assez large. On ne prend qu'une seule partie de nos spectres qui va être capturée, mais vous voyez que ça déborde un petit peu, ça bave un petit peu comme les enfants qui font de la peinture. Par exemple, si j'ai dans mon marquage plusieurs fluorochromes, vous voyez, j'ai du FITC, du PE cyanine 5, ça c'est du PE Texas Red, cyanine 5 est là, et puis là c'est du PE cyanine 7. Là c'est des équivalents du PE cyanine 5. Donc vous voyez là j'ai FITC, PE, l'équivalent du Texas Red, l'équivalent du PECY5, c'est décalé, et le PECY7, j'ai 5 couleurs. Si je veux détecter du FITC, mon filtre va me prendre tout ce qui est émis à cet endroit, à cette largeur. Vous voyez la largeur de mon filtre FITC. Et donc il va détecter de la lumière qui est émise par le FITC, très fortement, mais il y a un petit peu de lumière qui est émise par le PE qui va baver sur le FITC, et mon détecteur il ne fera pas la différence. Il va détecter de la lumière du FITC et de la lumière du PE. D'accord? Pareil, si je regarde sur le filtre du PE, le filtre FL2 sur certains cytomètres, qui est à 585 avec une largeur 42, mais ça dépend du cytomètre, hein, c'est un exemple sur un canton. Je vais pouvoir détecter la lumière qui est émise par mon PE, d'accord, de façon assez large, parce que la largeur de mon filtre est large, est grande. Mais je vais aussi détecter pas mal de FITC, et je vais détecter pas mal de PE Texas Red. D'accord? Et je vais aussi détecter du PE cyanine 7. Donc tout ça, ça s'accumule. Donc j'aurai un très beau signal sur mon PE, sur mon détecteur de PE, mais tout ne vient pas du PE. Ok? Donc ça s'appelle des chevauchements de spectre. Pareil pour le détecteur à 670, etc. Pareil pour le détecteur à 780, qui est le cyanine 7, sachant que lui, il est un petit peu plus isolé, il y a moins de problèmes de compensation. Ok? Donc, quand vous faites un raisonnement sur votre cytomètre et que vous choisissez vos fluorochromes, essayez d'avoir ce petit schéma-là sur votre papier, parce qu'après, ça ne va pas changer. Une fois que vous achetez votre cytomètre, vous allez le garder 5 ans, 10 ans. Donc vos filtres ne vont pas beaucoup changer. Donc gardez bien la largeur de vos filtres par rapport à vos fluorochromes. Et pour connaître, je vais sortir, pour connaître les filtres, les spectres de vos fluorescences, pardon, il y a des petits logiciels qui vous permettent, alors ça s'est déplacé, excusez-moi, je vais chercher, des petits logiciels qui vous permettent de connaître les spectres de vos fluorochromes. Il y en a sur Internet, d'accord? Il y en a sur certains cytomètres. Alors là, j'ai un logiciel, je choisis les lasers qui ont sur mon cytomètre. Donc j'ai le 488, je vais prendre que 2 couleurs pour l'instant. 488, je coche mes lasers, et 647. Ok, vous voyez, donc là j'ai mes deux lasers, le laser bleu qui est à 488, le laser rouge qui est à 647. Ok, et après je vais regarder quel est le spectre de mon FITC. Et je le trouve. Troisième colonne. Merci, il y en a qui ne sont pas endormis. Et je peux avoir mon spectre d'émission, d'excitation de mon FITC, qui est en bleu. Vous voyez? Et vous voyez qu'avec mon laser bleu, je l'active presque au maximum. Donc c'est assez beau. D'accord? Et j'ai le spectre d'émission de mon FITC, dont le maximum, vous voyez qu'il est à 525. D'accord?
Et là, avec ces petits logiciels, vous pouvez voir n'importe quel fluorochrome. Alors, je vais en mettre du PE, par exemple. Je vais enlever le FITC pour pas que ça fasse trop chargé. Ok? Vous voyez que le spectre d'excitation du PE, il est un petit peu plus tordu, avec notamment deux pics. Un pic où j'active avec le laser bleu, mais qui n'est pas le maximum. Et puis le spectre d'émission, vous voyez qu'il est assez étroit, mais ça déborde pas mal sur les autres fluorochrome. Et je peux aussi dessiner sur ces logiciels, je peux mettre la largeur de mes filtres. D'accord? Et vous pouvez faire ça pour n'importe quel fluorochrome. Par exemple, si je mets le CD, regardez le CD, alors je ne vais pas mettre la totale. Je vais essayer l'absorption. Ici, j'ai le spectre du PE, qui est ici, et j'ai le spectre de l'ECD, du PE Texas Red, qui est un tandem qui émet à 625. D'accord? Vous voyez tout le chevauchement des spectres? C'est important, hein? Et si vous mettez... Alors, le CD, il n'est pas utilisé sur le calibre, il n'est pas utilisé sur le canto 8 couleurs, mais il l'utilise sur le canto 10 couleurs qui va sortir. Et si j'utilise du PECY5, ok, vous voyez là, tous les chevauchements qu'il y a à cet endroit-là, donc qui est compliqué. Sur un calibre, sur un canto 8 couleurs, vous n'utilisez pas le CD, mais quand même, vous avez pas mal de chevauchements. Ok? Donc n'hésitez pas à utiliser ces petits logiciels qui sont super bien, qui sont faciles à utiliser, qui vous donnent une bonne idée du chevauchement de spectre. Il y en a un qui est sur Internet, sur le site de Life Technology, qui s'appelle Spectra Viewer. Mais il y en a un sur Kaluza, là, que je pourrais vous donner si vous êtes gentil avec moi. Et s'il y a des bons bateaux. Et puis il y en a sur le site de BD aussi. La plupart des fournisseurs, ils proposent Spectra, comme le spectre, Spectra Viewer. Ça, celui que je vous montre là, c'est celui de Kaluza. Je vais essayer de ressortir les regards des capos. Donc ça, c'est tout le problème de la compensation, qui est un problème très très compliqué. Quand vous commencez à faire des compensations, il faut être vraiment tranquille, pas trop fatigué. Vous fermez le laboratoire et vous travaillez tranquillement. D'accord? Parce que pour éviter qu'on ait tous ces problèmes de contamination, on va tricher. Comment on triche? Alors, qu'est-ce que ça donne quand on n'a pas de compensation? Là, j'ai du 2 couleurs, FITC-PE. Vous avez vu qu'il y a un chevauchement qui n'est pas énorme, mais il y a un petit chevauchement. Quand je dois avoir du marquage FITC sur mes cellules qui n'ont que du FITC, vous voyez, comme il va y avoir un petit peu de signal qui va être détecté sur PE, mon signal il va avoir tendance à monter comme ça. D'accord? Et plus il y a de chevauchement, plus ça se rapproche de la médiane. Donc, chaque fois que vous avez un marquage en diagonale, ça veut dire que vous n'avez pas réglé vos compensations. Ok? Amusez-vous à regarder les résultats, des fois il y a des choses bizarres. Pareil pour la PE. La PE, elle est bien marquée, mais comme elle est un peu détectée sur le FITC, elle va partir comme ça en diagonale. Ok? Ça veut dire que là, j'ai mal compensé, j'ai mal réglé mes compensations. Alors, qu'est-ce que ça va être de régler les compensations? L'idée, c'est de dire au logiciel, je sais que sur mon PE, j'ai un petit peu de FITC qui dépasse, donc je dis au logiciel, enlève-moi un petit peu du FITC. Et en fait, on lui dit, enlève-moi un petit pourcentage du FITC. Et c'est à nous de lui dire quel est le pourcentage. Donc sur le PE, je lui dis, il y a de la contamination du FITC, enlève-moi 1% de valeur du FITC. Et avec ça, j'arrive à corriger et à remettre mes nuages bien dans les clous, bien alignés avec les cellules qui n'ont pas de FITC.
D'accord? Alors, là, j'ai un joli marquage de 2 couleurs avec des nuages bien séparés, comme je le ferai tout à l'heure mes images. C'est parce que j'ai réglé artificiellement mes compensations. J'ai compensé les chevauchements de spectre. Ok? Je compense mathématiquement. Alors là, sur 2 couleurs, c'est assez simple à faire. Sur 10 couleurs, vous en avez pour 1 ou 2 jours à bien calculer. Ok? C'est très compliqué. Et chaque fois que vous faites un nouveau protocole avec des nouveaux anticorps, des nouveaux fluorochromes, il faut refaire tout ça. D'accord? 2 par 2. Il faut tout régler. Alors, pour être simple, vous raisonnez en termes de pourcentage. Vous dites que sur mon FITC, donc FF1 dans ce cadre-là, je mesure la quantité de FITC que j'ai et j'enlève un petit pourcentage de PE. Ok? Ça, c'est le problème des compensations. On fera des exercices demain sur l'ordinateur. Ok? Est-ce qu'il peut y avoir des compensations entre 2 lasers? J'ai une cellule qui est marquée avec 2 fluorochromes. Elle passe devant le laser bleu. Le fluorochrome qui est excité par le bleu va être activé. D'accord? Et après, la cellule elle va passer devant le laser rouge qui va activer un autre fluorochrome. Est-ce qu'il va y avoir une compensation? En principe, il n'y a pas de compensation parce que l'émission de la fluorescence est très très brève. D'accord? Même si les cellules passent très très vite devant les lasers, donc l'intervalle entre 2 lasers est de l'ordre de 50 microns, même si les cellules passent très vite, la fluorescence devrait s'éteindre. Donc si par exemple j'ai du PE et de l'APC, ma cellule va passer devant le laser bleu, elle va être activée pour le PE, j'ai perdu ma souris, elle va émettre du PE, et après la cellule va monter vers le laser rouge, et le PE il a eu le temps de s'éteindre, et à ce moment-là c'est l'APC qui va être activé par le laser rouge. Ok? Normalement, il n'y a pas de compensation entre lasers. Normalement. Surtout sur les 3 lasers principaux qu'on utilise fréquemment. Je ne parle pas du jaune et du vert. Mais il y a un piège. Il y a une exception. Si vous utilisez du PE, alors, si vous utilisez un tandem qui contient du PE et de la cyanine 5, le tandem va passer dans le laser bleu, le laser va activer la PE, okay. La PE va émettre une lumière à 575, la lumière va être absorbée par le deuxième fluorochrome qui va émettre à 675. D'accord? Ça se passe bien. Ensuite, la cellule, elle va passer devant le laser rouge, et le laser rouge, il va être capable d'activer la cyanine 5, sans passer par le PE. Ce n'est pas une fluorescence énorme, parce que c'est à la fin du spectre d'excitation, mais le cyanine 5 peut être activé par le laser rouge. Et donc là, vous pouvez avoir une compensation entre 2 lasers. Si vous utilisez du PE cyanine 5, vous aurez un gros signal, un signal qui peut être assez gros sur le détecteur de l'APC, sur le laser rouge. Ok? Si vous utilisez un autre, je vous ai dit que sur ce canal, à 675, il y a 3 fluorochromes. Il y a le PE cyanine 5, il y a le PE cyanine 5.5, hein, c'est un petit détail, et le PERCP. D'accord? Avec le PE cyanine 5.5 et avec le PERCP, on n'a pas ce problème. On n'a ce problème qu'avec le PE cyanine 5. Le problème, c'est que 3 quarts des couplages qui sont disponibles sont avec le PE cyanine 5, qui est le plus ancien et sur lequel il n'y a pas de problème de patente, de licence. Et les autres ont d'autres inconvénients. Ok? Donc, en principe, pas de compensation entre lasers, sauf pour la PE cyanine 5. Il peut y aussi y avoir des petits problèmes sur le laser violet.
Je vous ai parlé du fret, du transfert d'énergie. Transfert d'énergie, c'est ce qu'on utilise dans les tandems. D'accord? Mais imaginez que vous utilisez un anticorps qui a du PE et un anticorps qui a de l'APC. D'accord? L'anticorps qui a du PE va émettre la lumière à 575. Cette lumière qui est 575, elle a la possibilité d'activer l'APC. Donc votre anticorps qui a de l'APC peut émettre de la lumière sur le laser bleu. D'accord? Ça marche uniquement si les deux anticorps sont très très proches. Il faut qu'ils soient à moins de 100 nanomètres. Donc si vous marquez du PE CD4 puis du APC CD8, d'abord ils ne seront pas sur les mêmes cellules. D'accord? Ils sont très éloignés, donc il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Si vous utilisez du PE pour CD3 et de l'APC pour le récepteur T par exemple, les deux molécules sont attachées toutes les deux. Donc les deux anticorps vont être très proches et donc on aura un transfert d'énergie. D'accord? Et vous pouvez avoir des choses très bizarres dont vous n'attendez pas. Ça marche, le transfert, ça marche, transfert d'énergie comme ça ne marche que si les molécules sont très très proches. C'est très rare. D'accord? Mais il faut savoir que c'est des pièges. Ça peut être utilisé si vous voulez analyser des mouvements de molécules à la surface d'une cellule. Vous avez un récepteur T, vous voulez regarder si, je ne sais pas, le CD 398 reste à distance ou s'il se rapproche du récepteur T quand on active. Vous marquez PE et APC, vous aurez les deux couleurs. Si vous activez et si les molécules se rapprochent, la couleur va changer et va devenir positive sur un autre laser. D'accord? Donc c'est utilisé dans certaines techniques d'analyse de molécules, de mouvement des molécules. En cytométrie en flux ou en microscopie. Donc là on détourne le fret pour notre avantage, comme c'est pour le tandem. Donc pour qu'on ait un fret accidentel non voulu, il faut que les molécules soient de même, qu'elles soient très proches. Par exemple, là c'était une présentation qui a été faite il y a plusieurs années, c'est un marquage de CD3, TCR alpha bêta et TCR gamma delta, et puis il y avait du CD4. Alors si vous regardez sur ce marquage-là, le TCR gamma delta, il est marqué en PE, et le CD4, il est marqué en FL3, c'est le PERCP 5CY5. Ok? Et ils sont aperçus que dans ce cas-là, tous les cellules, tous les lymphocytes T gamma delta exprimaient du CD4. Ce qu'on n'a jamais vu. D'accord? Ils n'ont jamais CD4. Et en fait, s'il corrige, vous voyez que s'il prend un autre fluorochrome, vous voyez que les deux cellules sont bien séparées. D'accord? Ça, c'est un truc, c'est un exemple typique de fret. Parce que le PE du gamma delta, il active le PERCP, le cyanine 5 du CD4, il a émis une couleur alors qu'on ne s'y attendait pas. Donc en immuno, on connaît bien ce système parce que pour les gens qui travaillent sur le récepteur, vous pouvez aussi l'avoir éventuellement si vous voulez travailler en hémato, si vous travaillez sur la clonalité de lymphocytes, donc de lymphome. Et puis ça peut être sur des récepteurs B ou des choses comme ça, si vous regardez plusieurs molécules qui sont très proches. Ok, on vous a parlé jusqu'à maintenant surtout de molécules, de marquage avec des anticorps, marquage de cellules avec des anticorps sur lesquels on a collé un fluorochrome. D'accord? Il y a plein d'autres techniques qu'on peut utiliser en marquage de cellules en cytométrie en flux. Je vais vous donner un ou deux exemples, mais si vous regardez sur le catalogue de Molecular Probe, c'est un catalogue qui est
C'est une société maintenant qui a été rachetée par Life Technology. C'est un catalogue qui fait 500 pages et chaque page c'est un nouveau fluorochrome. Donc si vous vous ennuyez le soir, vous pouvez lire le catalogue. C'est très intéressant. Et sur les 500 fluorochromes différents, vous verrez qu'on en utilise 2 ou 3. Donc on est très très loin de toutes les potentialités de marquage en symétrie. Un marquage qui est intéressant, c'est un marquage des membranes cellulaires. Alors par exemple, je vais vous parler du CFSE, carboxyfluorescine diacétate de CFSE éthylène, quelque chose. Ça permet de marquer vos cellules et de les suivre. C'est pas du tout spécifique, ça marque la membrane, les protéines qui sont sur la membrane. Le CFSE, vous avez vos cellules, c'est propre, il faut mieux travailler sur les ficoles, vous mettez une petite goutte, 5 microlitres de CFSE, vous incubez, CFSE qui est en ester, pardon, qui rentre dans la cellule, et l'enzyme qui va couper l'ester, qui va coller le CFSE sur une protéine, et toutes les protéines de la cellule vont devenir fluorescentes. D'accord? Avec ces cellules fluorescentes, vous pouvez les regarder au cytométrie, vous regardez en microscopie, vous pouvez les injecter à une souris et voir où elles vont dans le ganglion, dans la rate. Il y a énormément d'applications qui sont utilisées avec ces marquages membranaires non spécifiques. Un des marquages qui est très intéressant, c'est que la cellule qui est complètement marquée, elle a une très forte fluorescence. Quand elle va se diviser, les 2 filles elles vont se partager la membrane, et donc les 2 filles elles ont la moitié de la fluorescence de départ. Et les 2 petites filles elles ont 1/4 de la fluorescence. Et les arrière-petites filles elles ont 1/8, etc. D'accord? Donc, si vous avez au départ des cellules qui sont très marquées, et je vous dis c'est en théorie très facile à faire. Vous avez une très forte fluorescence, toutes vos cellules sont très, très fortement marquées. Je suis désolé pour j'ai des problèmes de copier-coller, là, j'ai le texte qui est là. Les filles, elles vont voir la moitié de la fluorescence. Les petites filles, elles vont avoir 1/4 de fluorescence. Ok? Les arrière-petites filles, elles vont avoir 1/8, etc. Et en principe, on arrive à séparer tous les pics. Donc vous faites votre marquage cellulaire, vous séparez tous les pics, et vous savez que ça c'est le pic des cellules initiales qui n'ont pas été divisées. Ça c'est des cellules qui ont été divisées 2 fois, et vous savez combien de cellules ont été divisées 2 fois. Là vous savez combien de cellules ont été divisées 4 fois. Là vous savez combien de cellules ont été divisées 8 fois, etc. D'accord? Super intéressant pour voir si vos cellules sont capables de diviser, et vous pouvez compter combien de cellules ont été divisées. Et vous pouvez même vous amuser à faire d'autres marquages avec. Par exemple, dans cet article, ils ont regardé, qui est de 96, non, c'est pas tout jeune, mais Hodgkin, c'est l'auteur, c'est pas la maladie. Ils ont regardé, donc c'est en FITC, hein, c'est FL1. Mais vous voyez, ça c'est FL1, FL4, ça n'en dit rien du tout. Hein, c'est stupide. Ok, je peux voir ça. Hein. Si on voit ça, on passe avec le bâton. Ils ont regardé les cellules marquées au départ, première fille, petite fille, arrière-petite fille, etc. D'accord? Et en même temps, ils ont regardé si les cellules produisaient de l'interleukin 2. Ça ne saute pas aux yeux là-dessus, parce que c'est pas marqué, mais... Et donc, ils ont pu montrer que les cellules qui commencent à se diviser produisent de l'interleukin 2, et après, elles en produisent moins, parce que les cellules filles sont plus différenciées. D'accord? Donc, vous pouvez garder tout le marquage en même temps, voir si les cellules expriment ou produisent des produits en même temps qu'elles se divisent. C'est super. En pratique, chez l'homme et sur du sang total, on n'a pas de jolis résultats comme ça. D'accord? Et très souvent, on a le pic initial, et puis on a une espèce d'amalgame là, qui nous dit, bon, mais il y a eu des divisions, mais... ok, c'est difficile de compter, mais le marquage est très facile. Et il existe aussi des logiciels d'analyse de pics, des logiciels mathématiques qui vous permettent
d'extrapoler à quoi correspondent les pics en fonction de l'intensité. Ce qu'on appelle la déconvolution de spectre, qui est très utilisée en chromatographie et qu'on peut utiliser en cytométrie. Il y a 2 ou 3 logiciels qui sont disponibles pour ça. Donc le protocole pour marquage CFSE, il est relativement simple, c'est 10 microlitres CFSE, 10 minutes à 37 degrés, de façon à ce que les enzymes puissent, que le CFSE puisse rentrer dans les cellules, que les enzymes puissent couper. Ensuite, vous lavez vite, parce que ça peut être toxique quand même. Vous lavez vite, vous mettez les cellules à 4 degrés pour qu'elles arrêtent d'activer le CFSE, et vous pouvez activer vos cellules et les relire plus tard. Il y a d'autres marquages qui sont équivalents au CFSE, qui sont un peu plus anciens. Il y a le PKH26, le SNARF, d'autres molécules, mais qui sont un petit peu moins faciles d'utilisation et qui sont plutôt utilisées en microscopie. Deuxième chose qui est intéressante, alors le CFSE, il n'est pas utilisé par les cellules qui sont mortes. Parce qu'il faut une activité enzymatique, donc ça marque que les cellules vivantes. C'est aussi l'avantage. Deuxième application possible, c'est, je te disais tout à l'heure que les cellules mortes pouvaient nous poser des problèmes parce qu'elles donnaient du non spécifique. Alors on a des moyens d'identifier les cellules vivantes des cellules mortes. On a des marqueurs de viabilité qui sont très connus, qui sont très faciles à utiliser. Vous avez votre tube avec votre cellule, vous mettez 1 microlitre de produit dedans, qui ne coûte pas cher du tout, qui se conserve très longtemps. Si vos cellules sont vivantes, le produit va rester à l'extérieur, il ne va pas marquer vos cellules. Si vos cellules sont mortes, la membrane commence à être perméable, et le produit va rentrer, et il va marquer l'ADN. C'est un intercalant de l'ADN, et tous les noyaux vont être très positifs. D'accord, on l'utilise facilement en microscopie pour compter les cellules mortes. Ok. Alors attention, c'est un intercalant, donc c'est très toxique. Il y a eu une année une épidémie de lymphome à l'Institut Pasteur à Paris, parce que les étudiants, ils buvaient le café à côté de l'iodure de potassium, et ils posaient la cigarette, et donc ils sont tous intoxiqués, et il y a eu plusieurs lymphomes. Donc on dit, on redit et on redit de ne pas boire, pas manger, pas mettre de crayon dans la bouche, pas mettre de cigarette dans les laboratoires. Et ça, c'est un exemple de marquage de cellules. Vous voyez qu'il y a des cellules qui sont mortes, qui sont les noyaux sont très marqués, et des cellules qui sont vivantes. C'est un autre marquage, hein, mais c'est un peu l'équivalent. Les cellules qui sont vivantes, qui sont vertes, et les cellules qui sont mortes, qui sont rouges, c'est très facile à identifier. En principe, le marquage de ces colorants est très très fort, donc les pics sont complètement à droite de l'axe des fluorescences. Ok. Donc il y a plein d'autres applications. Notamment les marqueurs de noyaux peuvent être utilisés pour marquer le cycle cellulaire, voir les cellules qui sont en cycle G0, qui ont 46 chromosomes, puis les cellules 46. Et les cellules qui sont en courte de division, donc en mitose et en G2, qui ont plus de quantité d'ADN et donc qui ont plus de marquage. Donc il y a plein d'applications, on peut mesurer l'activité des mitochondries, on peut marquer la mortalité, l'apoptose, on peut marquer le mouvement de calcium. Il y a énormément d'applications qu'on peut faire en cytométrie en flux. Alors comment en pratique on peut faire un protocole quand vous voulez démarrer un protocole de marquage? Ce que je peux vous conseiller très très fortement, c'est d'avoir le schéma des filtres de votre cytomètre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, c'est de choisir vos anticorps avec les fluorochromes en fonction de ce qui est disponible dans le catalogue. Ok. Par exemple, le CD3, vous pouvez le trouver couplé avec n'importe quel fluorochrome. C'est un gros marché, donc il y a beaucoup de disponibilité sur le catalogue. Si vous regardez un CD 258 ou quelque chose comme ça, il n'y aura que le FITC-OPE parce qu'ils en vendent tellement peu qu'il y a 3 laboratoires qui l'utilisent.
j'exagère, mais ils ne vont pas en mettre 15 marquages différents sur le catalogue. Donc il y a le problème de la disponibilité de vos conjugués sur le catalogue. Et là, il faut regarder tous les catalogues. Hein. Il y a BD, il y a Beckman, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a qui ont beaucoup de choix. Et ensuite, vous essayez de voir la compatibilité entre vos fluorochromes de façon à pouvoir répartir vos anticorps. Alors moi, je vous conseille toujours de faire un tableau avec les différents fluorochromes qui sont disponibles sur votre cytomètre. Par exemple, là, c'est un cytomètre 10 couleurs. Sur le laser bleu, je peux mettre 5 fluorochromes. Typiquement sur le FITC, mais il y a l'Alexa 488. Le PE, le PE Texas Red, le PE Cyanine 5, le PE Cyanine 7, ou les équivalents. Sur le laser rouge, je peux mettre 3 fluorochromes. Sur le laser violet, je peux mettre 2 fluorochromes. J'ai que 10 couleurs. D'accord? Et après, avec mes marquages que je vais mettre, je regarde comment je peux les disposer. D'accord? Et j'essaye de ne pas mettre des fluorochromes qui sont proches, des fluorochromes qui peuvent interagir avec des molécules qui sont proches ou qui sont sur la même cellule. D'accord? Donc là, il y a une gymnastique intellectuelle qui est assez compliquée. N'hésitez pas à demander à des gens qui ont l'expérience. N'hésitez pas à envoyer des mails, proposer votre fluorochrome et demander avant de commencer quelque chose. Parce que si vous commencez votre protocole, vous faites un très mauvais choix et que vous commandez tous vos anticorps, tout le reste de votre thèse, de votre étude va être fichu à cause de ça. Il ne faut pas avoir peur de demander, de discuter avec les fournisseurs, avec les collègues, parce que c'est très très compliqué. D'accord? Et si vous demandez à... Si vous faites tout seul dans votre coin, vous n'aurez qu'un cerveau qui va faire ça, même si c'est un très bon cerveau. Si vous demandez à 10 cerveaux très bons, vous aurez 10 fois plus d'informations dessus. Et je reviendrai là-dessus. Il faut savoir, on vous a dit tout à l'heure, que les fluorochromes n'avaient pas tous le même rendement quantique, et vous avez des fluorochromes qui émettent beaucoup plus de lumière que d'autres, en fonction des lasers qu'on utilise. D'accord? Et là, je parle essentiellement du laser bleu et du laser rouge, qui sont les plus classiques. Les fluorochromes qui sont le plus forts, qui crachent le plus, c'est la PE et l'APC. Alors si vous avez une cellule si vous regardez une molécule qui est en très faible quantité sur la cellule, utilisez un fluorochrome qui est très fort. C'est pour ça, par exemple, que le CD56, on ne trouve pas de marquage CD56 avec du PE Cyanine 5 parce que, comme le marquage est très faible, les gens qui achètent ça ne sont pas contents, ils vous plaisent, donc les fournisseurs ne le produisent plus. Donc il y a certains marquages qui sont très faibles qu'on ne trouve qu'avec du PE parce qu'il n'y a que ça qui marche. Ok? Non pas parce que, d'abord, quelquefois l'anticorps n'est pas très fort, la protéine n'est pas très facile à détecter si elle est un petit peu cachée, mais aussi elle n'est pas en quantité suffisante sur la surface des cellules. Donc quand vous choisissez vos anticorps, vos conjugués, pensez bien à ça. Un marquage qui marche très bien, comme le CD19, CD20, CD3, vous ne cassez pas la tête, c'est pas la peine d'utiliser le PE pour ça, alors que si vous mettez un fluorochrome très mauvais, ça marche quand même. D'accord? Et c'est pas très compliqué d'identifier un lymphocyte T CD3 positif. Si vous ne savez pas identifier un lymphocyte T CD3 en cytométrie, il vaut mieux aller planter des haricots plutôt que faire de la cytométrie. Ok? Si c'est du CD56, du CD25, c'est bien plus compliqué. Ok? Vous voyez que le FITC n'est pas très bien placé dans le hit parade. Et le PRCP n'est pas très bon non plus. Mais quelquefois on a le choix. Et après, je n'ai pas fait de schéma parce que je n'ai pas le temps. Après, vous allez faire vos marquages contrôle pour mettre au point votre protocole. Alors, comment vous faites? C'est pour ça que c'est bien d'avoir ce tableau, parce que vous savez que, vous voyez, là, il y a deux CD19, parce que j'avais deux hypothèses, mais c'est bien.
vous allez faire un tube cellule non marquée. D'accord? Ensuite, vous allez faire un tube avec vos cellules plus des contrôles isotypiques. Et là, vous allez régler les négatifs. Et vous réglez les négatifs dans chaque couleur. S'il y a 4 couleurs, vous réglez 4 négatifs, etc. D'accord? Donc déjà 2 contrôles. Et ensuite, vous allez mettre un contrôle avec un seul marquage. Un tube avec un seul marquage. Un tube tout seul avec CD19, un tube avec les GD, un tube avec le CD38, etc. D'accord? Donc avec 2 tubes au départ de contrôle et un tube par couleur. Si c'est du 10 couleurs, ça vous fera 10 tubes plus les 2 initiaux. Et à la fin, vous faites un tube avec tous vos anticorps mélangés. Ok? Pour vérifier si vos réglages sont bons. Et après, si vous avez des choses bizarres, vous faites des FMO. Ça peut être 10 autres tubes. D'accord? Et ensuite, vous marquez vos cellules comme si c'était dans la vraie vie après, dans les mêmes conditions de protocole. Si vous lavez ou pas lavez, si vous faites des lises, etc. Est-ce que vous fixez ou vous ne fixez pas? Et après, lorsque vous allez analyser chaque tube, vous allez calculer vos compensations. Alors vous allez tube par tube. Premier tube avec mon CD19, est-ce que le CD19 déborde sur le deuxième fluorochrome, est-ce qu'il déborde sur le troisième, etc. Mais là, c'est pas très difficile, parce que c'est un seul laser, donc j'ai pas besoin d'aller chercher sur le rouge. Ensuite, vous allez prendre le deuxième tube FITC, et vous allez regarder si ça déborde sur le PE, sur le CD, sur le... Ok? Ensuite, vous allez prendre le troisième tube, et vous regardez si ça déborde sur le Pacific Blue, sur chacun des canaux. D'accord? Donc, pour les 10 tubes que vous avez passés, vous regardez les 9 autres couleurs. 90 réglages. Ok? Et quand vous avez fait ça, il ne faut surtout pas retoucher les réglages initiaux de vos négatifs. Parce que si vous retouchez, il faut tout recommencer. Ça, vous le faites une ou 2 fois, puis après, quand vous avez passé 2 jours dans le cytomètre, vous faites très attention. D'accord? Donc, premièrement, on règle les voltages de nos cytomètres avec les contrôles négatifs. Ensuite, on garde les positifs isolés. On calcule les compensations. Et ensuite, on passe notre tube final pour voir si tout marche bien. Et si ça ne marche pas bien, on fait des effets. Et vous arrivez après à une matrice de compensation. Vous voyez que là, j'ai les longueurs d'onde avec des erreurs. Que je corrige. Vous avez les différents fluorochromes que j'analyse. D'accord? Les 10. Et là, j'ai les 10 tubes que j'ai fait. Et je regarde le FITC. Le FITC sur le FITC, ben, je n'ai pas de compensation, mais le FITC sur PE, j'enlève 1,3%. Sur mon marquage de PE, je dis qu'il faut enlever 1,3% du FITC. Et 1,3%, c'est pas 1,2%, c'est pas 1,4%, c'est assez précis. Ok? Et ensuite, je regarde sur le PE Texas Red, qu'est-ce que j'enlève? Sur PSY5, etc. Et vous regardez, comme on a vu tout à l'heure avec les spectres, que le FITC ne déborde pas après, et donc c'est normal que j'ai 0 blanc. Donc si vous réfléchissez bien au spectre, vous pouvez gagner un petit peu du temps et pas faire 10 fois 10 réglages. Pour le PE, vous voyez que le PE il déborde sur le FITC, je suis obligé d'enlever 8,5%. Pour le PE Texas Red, je suis obligé d'enlever 7%, etc. Et vous voyez qu'il y a des endroits où j'ai beaucoup de problèmes. Sur l'APC, je suis obligé d'enlever 37 dans ce cas-là. Hein. J'ai été obligé d'enlever 37%. Sur le détecteur du PSY5, j'ai été obligé d'enlever 37% dans ce cas-là. Sur le détecteur d'APC, j'étais obligé d'enlever 37% de la valeur du PSY5. Ok? Et là, ce marquage à 700, avec sa 700, il est très proche des deux autres. On a énormément de problèmes de compensation. Alors sur certains cytomètres, certains logiciels, ils vous donnent directement les résultats sous forme de matrice.
Sous d'autres logiciels, il faut que vous preniez un crayon, une règle et puis tracez votre propre matrice. Mais le principe, je vais remonter. Le principe, pour être sûr que ce soit bien réglé, c'est de dire, sur ce nuage-là, ces cellules sont marquées avec du FITC, elles n'ont pas de PE. Donc si elles n'ont pas de PE, la valeur en PE, là, doit être la même que ce nuage-là. D'accord? Donc je regarde, non pas au pif, mais je regarde la valeur, les statistiques de la fluorescence sur ce nuage positif et sur ce nuage négatif, et les moyennes doivent être les mêmes. Ok? Il faut regarder les chiffres, il faut regarder les moyennes, parce que juste regarder le nuage, ça trompe beaucoup. Et c'est même mieux de regarder la médiane de fluorescence plutôt que la moyenne. C'est plus précis. Donc vous regardez la médiane de fluorescence de ce nuage, la médiane de fluorescence de ce nuage, et quand elles sont alignées, vous pouvez considérer que votre compensation est bien faite. Et ensuite, vous regardez sur PE, et sur PE, vous regardez la médiane de cette fluorescence en X avec la médiane de cette fluorescence en X de celui-là, et ça doit être équilibré. D'accord? Il faut faire ça tube par tube. Alors, sur les logiciels de cytomètre, il y a des systèmes de calcul automatique qui peuvent vous permettre de faire les calculs à votre place. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours vérifier parce que c'est jamais bon. D'accord? Mais ça va quand même plus vite. Et ne faites pas ça à l'œil, mais il faut faire ça vraiment exactement avec les chiffres. D'accord? Parce que là, j'ai exagéré, c'est quelque chose que j'ai dessiné moi, mais en fait, comme on est en échelle logarithmique, les nuages, là, ils partent un petit peu en trompette. D'accord? De façon symétrique. Ils partent en trompette, et donc c'est normal que le nuage ici soit plus large qu'il est ici, parce que c'est un problème de physique. D'accord? Ce qui est important, c'est d'aligner les centres des nuages, en termes de niveau d'intensité. Ok? Donc demain, on fera des exercices là-dessus. J'ai fait le protocole que je vous ai expliqué. Je ne sais pas si j'ai mis le négatif, mais j'ai fait mes réglages du cytomètre. J'ai passé chaque tube individuellement, et ce sera à vous à calculer. Sur les anciens cytomètres comme le Calibur, comme le XL, vous êtes obligé de régler sur la machine, et après vous ne pouvez plus rien faire. Donc si vous faites mal votre réglage au départ, c'est fichu. Sur les nouveaux logiciels comme le Canto, le FC500, le Navios, Galios, etc., on peut retoucher les compensations après. C'est pour ça que vous pourrez faire l'exercice demain. D'accord? Mais je vous avertis, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, mais il ne faut pas avoir peur non plus. Si vous avez un cytomètre de 8 couleurs et que vous avez une utilité de le faire, il faut essayer de faire du 8 couleurs. Vous demandez des conseils au départ, mais vous pouvez faire du 8 couleurs, c'est faisable. Du 10 couleurs, moi j'en fais couramment. Mario Roderer, il a fait du 17 couleurs. Il y a des gens qui font 22 couleurs. C'est faisable, mais il faut prendre du temps. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Ok? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Vous avez compris tous ces systèmes de fluorescence? Parce que demain matin, vous avez une interrogation écrite. Ils n'ont pas l'air de me croire. Mais vous voyez l'importance de comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on